Je vais introduire donc notre premier invité. Je suis très heureuse que Jean-François Roch ait accepté de faire le premier séminaire de mon premier cours au Collège de France. Jean-François et moi travaillons ensemble depuis un certain nombre d'années sur le campus de Saclay pour animer la communauté, créer des nouvelles formations. Et donc je vais vous présenter notre orateur. Donc Jean-François a fait ses études à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Il est aujourd'hui professeur de physique à l'ENS Paris-Saclay. En fait, quand il était élève, c'était plutôt l'ENS de Cachan. Et il est chercheur au laboratoire Lumière, Matière et Interface, où il dirige depuis plus de 20 ans des travaux pionniers sur les défauts des centres colorés dans le diamant. Il a débuté sa carrière en faisant des mesures d'optique quantique non destructives avec Philippe Grangier. Et puis, il s'est orienté vers la physique du solide, et notamment les centres colorés que j'ai commencé à vous présenter dans le cours, qui se comportent comme des atomes artificiels. Et il développe des techniques de magnétométrie pour utiliser la connaissance très précise qu'il a de ces centres colorés dans le diamant pour extraire de l'information sur d'autres systèmes. Donc là, on est dans l'application des technologies quantiques aux recherches les plus poussées. On n'est pas dans l'ordinateur quantique, mais on est dans l'utilisation de cette nouvelle technologie pour pousser plus loin la recherche. Pardon, je ne vais juste pas écorcher. Voilà. Alors, il va nous présenter ses travaux. Il s'intéresse notamment à des structures qui permettent d'étudier des matériaux sous des pressions extrêmes et qui se comportent différemment dans ces pressions-là. Il s'est aussi beaucoup investi dans la communauté, comme je vous l'ai déjà indiqué, en créant... nous avons créé ensemble le Centre quantique de Saclay. Nous avons également contribué à créer de nouvelles formations quantiques, notamment la formation Artec. Et puis Jean-François est coordinateur national de l'Equipex pour le diamant. Il a été membre senior de l'Institut universitaire de France 2 fois. Il a reçu 2 prix de l'Académie des sciences en 2024, le prix de la Fondation Jaffé et la médaille Berthelot. Et récemment, il a décroché un ERC Advanced Grant. Et donc, on est très heureux d'entendre tes travaux sur les centres colorés dans le diamant. Merci pour toutes ces très gentilles choses que tu as dites, Pascal. C'est vrai que c'était un plaisir d'interagir avec toi pour tout ce qu'on a, au niveau des formations, au niveau de la structuration de notre communauté à Saclay. Voilà, donc j'ai le plaisir de vous parler un peu des travaux que l'on fait dans l'équipe et de façon plus générale autour des défauts du diamant, et notamment pour leur application aux capteurs quantiques. Donc, définir ce qu'est un capteur quantique n'est pas une chose simple. On peut se dire d'une certaine manière qu'on s'en moque, qu'il soit quantique ou pas. Ce qu'on veut d'un capteur, c'est qu'il fasse le travail. Il vous donne l'information que vous cherchez, avec la précision que vous cherchez, là où vous voulez l'obtenir. C'est ça qui compte au final. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que utiliser des systèmes quantiques peuvent avoir un très grand intérêt. Et donc, une définition d'un capteur quantique, on peut en imaginer plusieurs, mais j'ai pris celle qui est donnée dans ce papier de Christian Degen, Ferdinand Reinhardt et Paola Capellaro, où finalement, la sonde qu'on va utiliser, ce qui va nous donner l'information du capteur, c'est un système quantique que l'on peut contrôler avec des niveaux d'énergie quantifiés. Ça peut être un atome neutre, un ensemble d'atomes neutres, des spins comme Pascal les a introduits, électroniques ou nucléaires. Ça peut aussi être un qubit supraconducteur, notamment avec les jonctions Josephson pour faire des magnétomètres, des squids par exemple. Et l'information que l'on va avoir sur la quantité physique que l'on veut mesurer va être encodée dans ces niveaux d'énergie. Et donc, on va, par exemple, mesurer cette information à travers grâce à de la spectroscopie pour obtenir les fréquences de Bohr associées aux transitions d'énergie. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut utiliser la cohérence quantique, c'est-à-dire vraiment manipuler le système quantique pour, par exemple, mesurer des déphasages dans des superpositions d'états que l'on va créer et qui vont évoluer donc, sous l'action de la grandeur que l'on veut mesurer. Et puis si on veut encore aller plus loin, on peut imaginer justement construire des véritables capteurs quantiques où cette fois-ci l'intrication va être une ressource
ce qui va permettre, par exemple, d'améliorer la sensibilité du capteur au-delà de ce qu'il est possible de faire classiquement. Alors pour les 3 premiers points, finalement, on a simplement besoin d'un qubit unique ou d'un ensemble incohérent de qubits qui ne vont pas interagir, qui sont indépendants les uns des autres. Si on veut aller maintenant vers des capteurs, on va utiliser, vraiment exploiter l'intrication, on va aller vers des systèmes où il y a plus de qubits, plusieurs qubits, ça peut être un ensemble, un réseau dans lequel on va exploiter les interactions entre le système, ou 2 qubits, l'un qui peut par exemple servir de mémoire dans lequel on va stocker l'information pour venir faire une mesure, par exemple pendant un temps plus long avant que la décohérence agisse. Voilà un peu, donc tous ces concepts finalement sont les concepts habituels de la mécanique quantique, mais il résulte aussi de décennies de développement dans la spectroscopie haute résolution, et notamment par notre connaissance des systèmes de physique atomique et aussi le développement de la résonance magnétique. Et pour prendre un exemple finalement de ce que peut être un des tout premiers capteurs quantiques, je vais prendre cet exemple tiré du cours de Claude Cohen-Tanouji autour de l'effet Handle. L'effet Handle, c'est un très bel effet de physique atomique qui a permis de mesurer les durées de vie radiatives des niveaux excités, dans lequel finalement on va avoir 2 effets complémentaires, un effet de pompage optique et un effet de précession de l'armor autour d'un champ magnétique. Alors pour l'illustrer, je vais considérer un atome, une assemblée d'atomes en fait, qui vont être des atomes avec une transition J égale 0, J égale 1, vers J égale 0 c'est le fondamental, J égale 1 c'est le niveau excité, et on plonge ces atomes dans un champ magnétique qui est suivant cette direction Z, le champ magnétique est statique. Et on envoie de la lumière polarisée, sigma plus, une impulsion de lumière polarisée sigma plus. Par absorption de cette lumière, on va en fait préparer, envoyer l'atome, par conservation du moment cinétique, dans l'état J égale 1, M égale 1. Et une fois que cet atome est dans l'état excité, il va évidemment se désexciter par émission spontanée en émettant de la lumière de fluorescence. Et si on vient maintenant détecter la lumière de fluorescence transversalement, par exemple avec la même polarisation sigma+, c'est un calcul un peu comme Pascal l'a montré, où on fait différentes rotations du spin du moment de cet état quantique pour obtenir, et on peut obtenir comme ça le signal de luminescence qui va être modulé par la fréquence de l'armor, la fréquence de précession du spin autour du champ magnétique, et qui va décroître au cours du temps simplement par la durée de vie de l'état excité. Et si maintenant on intègre ça, c'était des expériences qui avaient été faites dans les années 20, on ne savait pas détecter en fait aussi avec des échelles de temps, on n'avait pas de spectroscopie résolue en temps, donc simplement on va prendre la moyenne de ce signal au cours du temps, on va l'intégrer sur un capteur et on voit apparaître, maintenant si on fait varier la fréquence de l'armor, c'est-à-dire l'amplitude du champ magnétique, on voit apparaître une courbe de résonance qui a cette forme un peu de dispersion, avec une résonance ici dont la largeur est de l'ordre de gamma, ce qui expliquait justement qu'on pouvait mesurer par cette méthode la durée de vie des états excités, et c'était vraiment une méthode très puissante. Mais ce qui a été fait aussi, c'est dans les années 60, au laboratoire de l'École normale supérieure, à la suite des travaux de Kastler et Brossel, par Claude Cohen-Tanouji et ses collaborateurs, c'était de montrer que en fait, ce même effet, on peut l'obtenir en fait, dans l'état fondamental d'un atome alcalin, comme l'atome de rubidium. Et à ce moment-là, le terme gamma qui est ici devient très long parce qu'on a affaire à des systèmes dans l'état fondamental, à un système dans l'état fondamental, et donc la résonance qui est ici va devenir extraordinairement étroite. Et maintenant, donc, si on a un magnétomètre qui a une sensibilité. Vous voyez ici, c'est un papier qui a été écrit par Jacques Dupont-Roch, Serge Haroche et Claude Cohen-Tanouji en 1969, où ils étaient capables de mesurer, en fait, avec un rapport signal à bruit de l'ordre de 1, un champ de l'ordre de quelques unités, un champ magnétique aussi petit que 200 femtotesla. Donc, d'une certaine manière, c'est le premier exemple, en tout cas un très bel exemple de travail pionnier sur ce que peut être un capteur quantique. Et la conclusion de cet article est vraiment extraordinaire. Such a high sensitivity, the highest to our knowledge, seems promising for several applications, measurements of the very weak interstellar field, biomagnetism,
measurement of the static magnetization of very dilute magnetic sample. Et en fait, on a continué à développer ce type de magnétomètre atomique, et aujourd'hui, ces magnétomètres ont des sensibilités de l'ordre du femtotesla par racine de Hertz. Vous mesurez un champ magnétique de l'ordre de grandeur du femtotesla en 1 seconde, et c'est par exemple ce que propose cette société à Grenoble, MAC Helium for Health. C'est une autre technique de magnétomètre atomique qui dépend cette fois-ci à base d'hélium polarisé et qui est utilisée en fait pour faire de la magnétoencéphalographie, qui permet de détecter en fait les courants dans le cerveau par le champ magnétique qu'on va détecter à la surface du crâne. Donc, c'est des travaux vraiment extraordinaires qui ont été faits avec ce type de sensibilité. Et ce que l'on va essayer de faire, c'est finalement de se poser la question, est-ce que ces très belles méthodes de la physique atomique peuvent être mises en œuvre, peuvent être transposées à la matière, à des systèmes de la matière condensée. Et pour ça, évidemment, on peut penser au système, aux défauts cristallins. Alors, les défauts cristallins, en fait, leur description a été essentiellement faite par Neville Mott, lorsqu'il s'est intéressé dans les années 30 au système pour les résines, pour les émulsions photographiques, et avec une différence très profonde par rapport à la description qui était celle qui venait d'être faite par les pionniers de la mécanique quantique, qui était comment on décrit en fait les électrons dans un cristal parfait. Dans un cristal parfait, on a une symétrie de translation. L'électron se déplace dans le champ moyen que créent les autres électrons et les noyaux, et à la fin, on décrit cela par des états de blocs qui sont délocalisés sur l'ensemble du cristal. Ce que Mott va pointer du doigt, c'est que, par exemple, si on imagine qu'on retire un atome de ce cristal, on a maintenant une lacune ici, et cette lacune localisée, on change complètement la symétrie. On passe d'une symétrie de translation du cristal à une symétrie qui est maintenant composée de réflexion, de rotation, qui est très proche des molécules. Et finalement, ce que l'on va faire, c'est d'utiliser en fait les électrons non appariés, un peu les mêmes que ceux que Pascal a décrits quand elle parlait de la surface du cristal de silicium, ces liaisons pendantes qui apparaissent du fait de la lacune, eh bien on va hybrider en quelque sorte ces orbitales pour maintenant être capable de créer un état quantique localisé sur la lacune qui vont faire apparaître des niveaux d'énergie discrets et donc associés à cette, en quelque sorte, cette molécule artificielle, on va avoir maintenant des spins électroniques, le couplage aussi avec d'éventuels spins nucléaires. Et un très bel exemple de ce système, qui était déjà bien connu par toute la spectroscopie que l'on avait faite autour du diamant depuis les années 20, et même avant, c'est le centre NV, le centre azote-lacune, azote-nitrogen, V vacancy pour la lacune, qui a été redécouvert en quelque sorte par Jörg Wartrup et qui a montré en fait les principales propriétés de ce système, qui sont que sa luminescence est parfaitement stable à température ambiante, deux, qu'on peut l'isoler à l'échelle de l'objet unique par des techniques de microscopie confocale bien connues des opticiens, et puis également qu'à ce système, il y a une structure de spin, comme Pascal l'a déjà indiqué. Et donc, ce centre élevé du diamant, c'est finalement un système comme une molécule artificielle à l'intérieur de notre matrice de diamant, avec des niveaux d'énergie. Ce système, comme une molécule, il va luminescer, c'est-à-dire si on lui envoie de la lumière verte, comme ce petit laser, il va produire une lumière rouge avec un spectre assez large, centré autour de 700 nanomètres, une largeur à température ambiante qui est de l'ordre de 100 nanomètres à peu près, et toute l'information que l'on va obtenir sur le système va se faire à travers la récupération, la collection de cette lumière de luminescence. Mais ce système a aussi une propriété, c'est qu'en fait, il a plusieurs états de charge, et je vais m'intéresser à l'état de charge négatif. C'est-à-dire, dans cet état de charge négatif, si on compte les électrons qui viennent des liaisons pendantes, et l'état électron qu'on peut rajouter par rapport à ça, plus l'électron en plus qu'apporte l'atome d'azote par rapport à l'atome de carbone, on a en fait qu'on répartit ces électrons et on aboutit en fait à deux électrons libres en dehors qui vont créer la structure des niveaux. Donc on a une situation qui est très proche de celle de l'atome d'hélium. Et donc on va avoir un état qui va être un état triplet d'un côté,
c'est ce que vous avez ici, un état triplet, et puis de l'autre côté, un état singulet, S égale 0, par simplement l'addition de ces deux spins ennemis. Et une propriété fondamentale de l'atome un peu unique du centre NV, c'est qu'il n'a pas, tout au moins à température ambiante, il n'a pas de couplage spin-orbite. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'électron qui va assurer en fait les transitions optiques, qui va pouvoir absorber la lumière verte et ensuite réémettre la luminescence rouge, ne va pas se coupler au spin. Les deux espaces de Hilbert, en quelque sorte, sont très largement indépendants, tout au moins à température ambiante. Donc la règle de sélection, contrairement à ce qu'on apprend par exemple en physique atomique, où on a un couplage spin-orbite qui mélange les deux grandeurs, cette fois-ci, en fait, les transitions optiques ne peuvent pas modifier l'état du spin électronique. Donc les transitions se font à delta ms égale 0. Alors maintenant, imaginez que vous avez deux électrons. Les deux électrons, dans l'état S égale 1, vont en fait vont interagir, se coupler magnétiquement. Ces deux spins ennemis vont se coupler magnétiquement, ce qui va lever la dégénérescence entre les niveaux ms égale 0 et ms plus ou moins 1. Donc on a dans le fondamental une différence d'énergie, ms égale 0, ms égale plus ou moins 1, qui est de l'ordre de 3 GHz, 2,87 GHz pour être exact, et on a la même structure dans le niveau fondamental. Maintenant, toutes ces transitions-là, et l'état singulet, S égale 0, est à l'intérieur. Il faut imaginer que bien plus haut, ici, il y a la bande de conduction du diamant, et bien plus bas, ici, il y a la bande de valence du diamant, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, les transitions optiques se font avec la règle delta ms égale 0. Donc, si je pars d'ici, je connecte au niveau ms égale 0, je redescends vers ce niveau. Si je pars de ce niveau-là, on a une 3 GHz de différence d'énergie, c'est-à-dire à température ambiante, quelque chose qui est négligeable. À température ambiante, initialement, ces niveaux sont équipeuplés. Maintenant, ce niveau vient sur ms égale plus ou moins 1, redescend ici avec une durée de vie de l'ordre, pour ces niveaux, qui est de l'ordre de 13 nanosecondes, donc très, très rapide, une fluorescence très efficace. Mais il peut y avoir aussi dans ce niveau-là une interaction avec les phonons de la matrice. Et à ce moment-là, vous avez le système peut se désexciter non radiativement vers cet état singulet. Vous connectez l'état ms égale plus ou moins 1, mais uniquement celui-là, vers l'état singulet. Et puis là, vous pouvez maintenant redescendre vers les autres niveaux. Ce qui fait que si vous regardez maintenant qu'est-ce qui se passe, vous avez un système dans lequel vous pouvez réaliser du pompage optique. C'est-à-dire, cette transition est fermée, tandis que celle-là va progressivement fuir par ce canal de désexcitation non radiative. Vous pouvez comme ça introduire, polariser le système simplement en excitant les centres NV avec un laser vert. Vous allez polariser dans l'état ms égale 0. Alors, ça se traduit aussi par, cette polarisation de l'état va se traduire aussi par des niveaux de luminescence différents. Et c'est cela qui va me permettre de discriminer en quelque sorte les deux états quantiques. Je vais obtenir la mesure, l'information sur l'état de spin, pas comme dans un Stern-Gerlach, ce n'est pas une mesure projective comme Pascal l'a expliqué, c'est simplement le nombre de photons que je vais intégrer qui va me renseigner en quelque sorte sur l'état du spin. Et comme ici, j'ai une perte, une possibilité d'aller vers un canal non radiatif, je récupère moins de photons venant de cet état plus ou moins 1 que de cet état ms égale 0. Donc simplement, cette différence de luminescence me permet de discriminer les deux états. Donc si maintenant je suis la luminescence du centre NV et en même temps j'applique un signal micro-ondes autour de cette transition et que je suis loin de la fréquence de bord de transition entre ces deux niveaux, mais je suis dans le système ms égale 0, un système à luminescence élevée, ce que j'obtiens ici comme niveau de luminescence. Et puis quand maintenant le signal de micro-ondes devient résonant avec cette transition-là, une partie de la population est transférée vers ce niveau, et ça se traduit immédiatement par une décroissance du signal de luminescence qui me donne la signature optique de la résonance de spin du centre NV. Et donc ça, c'est tellement sensible, comme toute mesure optique, d'une certaine manière, c'est l'énorme avantage des mesures optiques, c'est que l'on peut ainsi détecter des centres NV jusqu'au niveau du spin individuel. Et si maintenant j'applique un champ magnétique, simplement par effet Zeeman, ce champ magnétique projeté cette fois-ci, il faut le projeter sur l'axe de quantification intrinsèque du centre NV, qui est l'axe NV, eh bien il va lever la dégénérescence entre les niveaux ms égale plus ou moins 1, et au lieu d'avoir un pic de résonance, j'en ai maintenant deux, et la différence de fréquence entre les deux pics de résonance, c'est simplement le champ magnétique qui est appliqué au centre NV. Et mon centre NV, d'une certaine manière, ce centre NV est un magnétomètre
de taille, de dimension atomique dans la maille du diamant, et dont vous voyez ici qu'il a avec ce type de largeur, des sensibilités qui sont de l'ordre du micro-Tesla. Je reviendrai sur cela. Et ça a déjà conduit à énormément d'applications et les méthodes sont décrites un peu dans ce papier de revue. Alors, je voulais vous montrer tout de suite une première application, une première mise en œuvre de magnétomètre à partir de ça. Mais c'est un magnétomètre que l'on va utiliser pour faire de l'imagerie de champs magnétiques. Donc en fait, ce que l'on vient faire, imaginez ici que j'ai un matériau magnétique, c'était en fait des microdotes de permalloy, qui font des petits plots aimantés, qui font 30 microns par 30 microns. Chaque aimant, chaque plot de matériau magnétique va se comporter comme un petit aimant, va créer un petit champ magnétique. On va chercher à mesurer le champ magnétique autour d'un de ces plots. Et ce que l'on va simplement faire, c'est de poser dessus un cristal de diamant dans lequel on a été capable, je décrirai comment tout à l'heure, de créer une couche en surface de centre NV. Cette couche de centre NV va luminescer et on va récupérer la luminescence par un simple objectif de microscope que l'on a ici et on va filtrer la lumière verte d'excitation par un filtre optique et ensuite on vient faire l'image de la couche de centre NV sur une caméra CCD qui est ici. Et vous avez ici l'image de à quoi ça ressemble dans l'expérience. Alors il faut apporter l'excitation micro-ondes qui va induire la transition de spin. Alors on peut le faire de différentes manières. Nous on aime bien le faire de cette manière, c'est faire une petite boucle de courant toute simple que l'on vient glisser entre l'objectif de microscope et l'échantillon qui va permettre d'avoir le champ magnétique oscillant qui va induire la transition de spin des centres NV. Et c'est un système que l'on a développé avec Thierry Debuchert à Thales, avec lequel on collabore maintenant depuis de très très nombreuses années. Lorsque vous éclairez ici, vous avez le champ de luminescence qui apparaît sous l'effet de la lumière verte, et vous avez ici les petits plots qui avaient été faits. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir enregistrer les images sur le capteur CCD pendant qu'on scanne simplement la fréquence micro-ondes. Et quand vous voyez le film, là, vous avez des variations de luminescence, mais assez peu compréhensibles à ce stade. En fait, il y a énormément d'informations dans ce stack d'images. Et l'information dans ce stack d'images, on peut l'obtenir, en fait, elle résulte du fait que dans l'échantillon de diamant, la couche de centre NV, on a 4 orientations possibles. Les 4 orientations, si je prends un cristal 1, 0, 0, là je me suis trompé, c'est 1, 0, 0 le cristal, on a 4 orientations possibles, 1, 1, 1, différentes. Et comme je vous ai dit que ce qui va compter, c'est la projection du champ magnétique sur l'axe du centre NV, on a en fait 4 mesures, 4 projections différentes du champ magnétique vectoriel que l'on applique, ce qui se traduit en fait, quand on récupère en fait en chaque pixel ici d'une image, on a le champ magnétique qui est en fonction de la fréquence, et on voit apparaître ce spectre qui est obtenu de cette manière. On pourrait le faire en scannant, mais cette méthode-là est beaucoup plus efficace parce qu'elle récupère toute l'information en même temps, donc on a une forme d'avantage multiplex qui augmente considérablement le rapport signal à bruit. Et donc de ces 4 mesures corrélées, de ces 4 projections corrélées du champ magnétique, on peut remonter aux 3 valeurs Bx, By, Bz. On a ainsi un magnétomètre vectoriel que l'on peut obtenir à l'échelle micrométrique. Et si on prend maintenant notre petit plot de permalloy et qu'on regarde le champ magnétique qui est créé à la surface, vous retrouvez par exemple, suivant Z, une structure très proche du champ d'un dipôle, un champ qui part d'un côté et qui revient de l'autre côté, et puis des structures un peu plus compliquées suivant les 2 autres directions, mais qui se modélisent très bien par un modèle de micromagnétisme ou même simplement par le champ d'un dipôle magnétique. Et vous pouvez comme cela estimer en fait l'aimantation de votre champ, et l'aimantation que vous avez là correspondait à peu près 10 puissance 13 magnétons de bord, pour une distance de l'ordre de 20 microns entre l'échantillon et la couche de diamant. Et ça, c'est déjà, et on n'est pas encore à la limite de rapport signal à bruit, mais ça, c'est déjà la limite de ce que savent faire les squids. Un squid vous donne, typiquement, va mesurer une aimantation qui est de l'ordre de grandeur là. Donc vous avez un dispositif qui image les champs magnétiques à température ambiante avec des sensibilités qui dépassent largement celles des squids que l'on peut obtenir. Alors qu'est-ce qu'on peut mesurer au moyen de ces centres élevés ? On a plein de possibilités.
on peut mesurer, qui résulte en quelque sorte en hamiltonien. Ça, c'est le terme d sz carré, c'est simplement la levée de dégénérescence entre les niveaux ms égale 0, ms égale plus ou moins 1. Le terme ici, c'est simplement le couplage de l'effet Zeeman entre le champ magnétique externe et le spin, et un facteur G qui est en gros qui est très proche de G égale 2, comme on aurait pour un électron individuel. Et puis on a aussi des termes de couplage avec des spins nucléaires qui peuvent aussi être une autre ressource comme mesure. Et tout ça, finalement, il suffit d'exciter par le verre, ça va créer le pompage optique des centres NV, et on détecte la luminescence, et là on a l'information, on envoie en même temps le signal micro-ondes. Et par ça, comme je vous l'ai montré, on peut mesurer un champ magnétique, mais on peut mesurer aussi une température. Si les deux électrons se rapprochent, s'écartent ou se rapprochent quand je change la température du cristal hôte dans lequel il y a le centre NV, je vais voir un déplacement de l'arrêt de résonance, et ça me donne un capteur de température. Si j'applique des contraintes sur le cristal, je vais modifier les interactions entre les deux cristals. Je peux aussi utiliser le centre NV comme un capteur de contraintes, et je vous montrerai un exemple un peu plus tard. Et on peut même imaginer utiliser ce centre NV comme un accéléromètre si maintenant je joue sur, par exemple, une membrane dans laquelle j'ai placé les centres NV. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a accès directement par ces termes-là à d'autres spins, qui sont les spins, ça peut être des spins électroniques ou des spins nucléaires, et donc on peut imaginer en fait faire de la résonance de spin, utiliser le centre NV comme sonde locale pour mesurer en fait la résonance magnétique d'autres défauts ou d'autres spins comme dans le cas de la résonance magnétique, mais cette fois-ci à nouveau comme tout à l'heure la capacité de pouvoir le faire à l'échelle micrométrique. Donc voilà, donc après, maintenant, il faut mettre ça en œuvre. Alors, il y a plein de méthodes différentes qui ont été imaginées pour faire ça. On peut faire, par exemple, la mesure de température, c'est quelque chose de très simple. On vient appliquer simultanément les micro-ondes dont on va scanner la fréquence. On va appliquer en même temps le laser pour faire la lecture et le readout, enfin l'initialisation du spin et la lecture du spin, et simplement du décalage du spectre de résonance, on a l'information de température avec une précision qui peut être de l'ordre de quelques dizaines de millikelvin compte tenu de la largeur des raies. Ensuite, on peut accéder à des spins électroniques. Par exemple, on va appliquer cette fois-ci une séquence. Par exemple, on va jouer avec la sphère de Bloch, comme l'a expliqué Pascal, c'est-à-dire on va créer par une impulsion micro-ondes une superposition cohérente du spin up et du spin down, en quelque sorte. On va les faire évoluer. Et puis, entre-temps, on vient manipuler les spins nucléaires, d'autres spins à proximité, et ça va changer, en quelque sorte, va créer un petit champ magnétique, et ce petit champ magnétique, il va perturber, en fait, la précession du spin du centre NV, ce que l'on va voir, en fait, par une résonance ici que l'on obtient, et qui est la résonance de ces spins noirs que l'on ne voit pas, mais que l'on va pouvoir détecter à travers leur couplage avec les centres NV. Et puis on peut faire la même chose cette fois-ci avec des spins nucléaires. Cette fois-ci, on va jouer avec des radiofréquences, mais on va pouvoir le faire toujours de la même manière. Ce sont des formes de magnétomètres, mais cette fois-ci, on va venir s'adapter. En fait, par exemple, il y a plusieurs techniques, mais une d'entre elles, c'est de venir s'adapter à la fréquence de l'armor des spins électroniques. Et donc, on vient moduler en fait la précession du centre NV, du spin électronique du centre NV, par des séquences d'impulsions XY, dites XY, qui vont nous permettre justement, lorsqu'elles sont bien en phase avec la précession de l'armor du spin nucléaire, de détecter ces spins nucléaires. Et ça, on peut le faire à nouveau avec une très bonne résolution spatiale. C'est là où est essentiellement l'avantage du centre NV. Je vous montrerai comment ces mêmes idées, on peut finalement les mettre en œuvre à des pressions de l'ordre de plusieurs gigapascales. Et pourquoi on peut le faire? On peut détecter des ions, par exemple. Ça, c'est une technique qu'on appelle la relaxométrie. C'est simplement le retour à la population à l'état d'équilibre. Donc on met un laser. Ce laser crée par pompage optique la population dans ms égale 0. Et ensuite, on vient, s'il y a d'autres impuretés aux alentours, ça va redistribuer en fait la population du centre NV entre les différents niveaux. Et donc on va voir en fait une simple variation de luminescence. Et ça peut nous renseigner en fait sur l'existence d'impuretés paramagnétiques autour de l'échantillon. Il y a également eu des travaux pour montrer que cette fois-ci, en jouant avec la structure de bande du diamant, eh bien, on peut changer comme ça, avoir un détecteur
de conversion de charge et l'utiliser comme un détecteur de tension à l'échelle toujours micrométrique. Alors, ce qui a été peut-être une grande surprise au cours des dernières années, c'est ce qu'on pensait finalement un peu unique dans le cadre du centre NV, c'est avéré, en fait, on redécouvre une science bien connue, qui était la science et toute la spectroscopie qui a été faite des défauts des solides, et que finalement, cette propriété que l'on avait pour le centre NV du diamant, on la retrouve dans beaucoup d'autres systèmes. Le plus proche du diamant, c'est le carbure de silicium, et on a par exemple les mêmes structures avec des systèmes de double lacune pour un type de carbure de silicium. Ça, c'est des travaux qui sont faits par exemple par David Avshalom à Chicago, par Jörg Wartrup à Stuttgart. C'est une communauté de plus en plus grande, avec l'avantage que le carbure de silicium est un matériau vraiment issu de la fabrication des semi-conducteurs, que l'on sait très bien, qui est très mûr du point de vue technologique. Plus récemment, on a trouvé aussi que ces défauts pouvaient existent avec les mêmes propriétés de résonance de spin dans des matériaux 2D comme HBN. Et donc, il y a des très beaux travaux qui sont faits notamment par Vincent Jacques et son équipe au laboratoire Charles Coulomb à Montpellier pour étudier justement ces défauts qui ont encore beaucoup d'inconnus, notamment sur leur structure aujourd'hui. On a trouvé ces défauts également dans le GAN, ce qui est aussi très intéressant parce que ça vous donne en quelque sorte, dans un matériau semi-conducteur, notamment pour l'électronique de puissance, une sonde presque à l'intérieur du matériau. Donc vous imaginez que vous allez pouvoir comprendre beaucoup mieux le matériau et optimiser ses propriétés par cette sonde intrinsèque qui est dans le GAN. Et puis aussi, toujours à Montpellier, aussi à Grenoble, à Montpellier par Anaïs Dréau et à Grenoble par Jean-Michel Gérard, on a trouvé des défauts dans le silicium, ce qui a un énorme avantage. Ils émettent en fait dans le proche infrarouge et qui permet en fait d'imaginer cette fois-ci vraiment d'utiliser ces défauts du silicium comme des qubits avec une lecture optique et des interfaces micro-ondes optiques très intéressantes qui sont en train d'être explorées. Aussi, on a cette même structure dans des systèmes moléculaires. Le système moléculaire, à l'origine, finalement, de tous ces travaux, c'est ce qui avait été découvert par Michel Orit, avec les toutes premières expériences de détection de molécules uniques qu'il avait fait à Bordeaux, avec du pentacène dans un cristal de paraterphényl. Mais on a la même structure, cette fois-ci, par contre, c'est une structure inversée. Là où on a l'état triplet pour les systèmes moléculaires, c'est un état singulet. Et l'état triplet et l'état métastable, c'est la structure en envers, en quelque sorte, de celle du centre NV. Et ce qui a été fait très récemment à Chicago par Feder dans ce papier de l'équipe de David Avshalom, c'est en fait de prendre une GFP, donc vraiment une protéine, et de venir mettre, en fait, de venir faire un hybride de cette protéine et d'avoir aussi de la résonance optique sur ça. Et ça permet en fait d'avoir maintenant un système que l'on va pouvoir injecter dans le vivant pour venir faire un peu ces techniques de magnétométrie, de mesure de température et d'autres types de mesures avec ça. Et ça, c'est certainement extrêmement excitant pour la suite. Alors, je voudrais maintenant discuter la sensibilité de ces capteurs. Qui dit un capteur, la première chose qu'on va vous poser, c'est quelle est la sensibilité, comment il se compare par rapport à tel autre capteur. Et si on regarde la sensibilité, en fait, c'est des capteurs optiques. Donc la sensibilité, on n'est pas un système de projection, on n'est pas à la limite de Heisenberg, on en est très loin aujourd'hui, mais on est essentiellement limité par le nombre de photons que l'on va récupérer. Et ça donne cette limite du bruit de photons, et c'est en gros, elle dépend de deux paramètres. Évidemment, l'information vient du contraste de notre signal de résonance magnétique. S'il n'y a pas de contraste, il n'y a pas d'information, vous la perdez. Le nombre de centres, qui va être directement proportionnel au nombre de photons que vous allez récupérer pendant votre temps de mesure, et le temps de mesure efficace que vous pouvez mettre. Et ce temps de mesure efficace que vous pouvez mettre, au maximum, c'est le temps pendant lequel vous allez pouvoir avoir la cohérence du spin. Au-delà de ça, finalement, vous pouvez plus, ça ne sert à rien d'augmenter votre temps de mesure, vous aurez perdu toute votre information. Et donc, si on regarde un petit peu comment ça se compare dans les choses, c'est un article qui a une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, mais finalement, les choses ont assez peu évolué. Finalement, le centre NV, c'est un peu unique. C'est pas très sensible, mais ça a une combinaison à la fois de sensibilité et de résolution spatiale qui est totalement unique. Et c'est ça l'intérêt, en fait, que l'on va essayer d'exploiter pour la suite. Par contre, les magnétomètres les plus performants aujourd'hui
sont les magnétomètres atomiques. Les magnétomètres atomiques, comme je l'ai dit, ont des sensibilités de l'ordre du femtotesla par racine de Hertz, et encore peut-être moins. Les SQUID, on tente de les amener vers ça, mais il y a toute une discussion qui est très intéressante sur, en quelque sorte, ce compromis entre, d'un côté, la sensibilité et de l'autre côté, la résolution spatiale. Pour certaines applications, vous pouvez vous moquer de la résolution spatiale. Vous n'avez besoin que de ça. Et donc, à ce moment-là, vous choisissez votre capteur en fonction. Dans d'autres applications, vous voulez avoir cette très bonne résolution spatiale. Eh bien, c'est là où les centres NV peuvent aussi avoir un intérêt, comme je vais le montrer. Et si maintenant on veut augmenter avec notre capteur que j'ai ici la sensibilité, on a assez peu de moyens d'action. Les moyens d'action que l'on a, c'est lesquels? Bon, le contraste, on ne peut pas faire grand-chose. On peut optimiser ce temps d'interrogation, c'est-à-dire optimiser le temps de déphasage du spin, T2 étoile, essayer de le pousser le plus possible. Un point important, c'est le nombre de photons que l'on peut récupérer. Et là, on a un problème un petit peu bête, finalement, c'est que le diamant, c'est un matériau de fort indice de réfraction. Donc, si on prend la lumière qui va être émise par un centre NV, ce centre NV va avoir essentiellement un rayonnement tout intérieur dans le diamant, comme pour reprendre une expression de quelqu'un que je connais bien, et ce rayonnement tout intérieur, il reste piégé, et donc ça nous limite beaucoup. Donc, il faut trouver un moyen d'extraire efficacement les photons de la structure du diamant. Et pour ça, on peut imaginer des nanostructures, on peut imaginer aussi optimiser l'optique de collection. Et puis, je vous montrerai aussi une autre stratégie, qui est cette fois-ci de contourner en fait la limite de la détection optique et d'utiliser une détection, cette fois-ci électrique, de la résonance de spin. Alors, si maintenant on veut optimiser le matériau, eh bien, pour ça, par exemple, on va regarder le temps pendant lequel on peut interroger notre spin, ce qu'on va appeler le temps T2 étoile, ce temps de déphasage, en fait, que l'on mesure par ce qu'on appelle des franges de Ramsay. On prépare le spin, ensuite on applique une première impulsion pi sur 2. Cette impulsion pi sur 2 peut précesser, et ensuite on vient maintenant appliquer une deuxième impulsion pi sur 2, ce qui bascule dans un état, cette fois-ci, de population, et c'est cette population que l'on vient relire maintenant avec une nouvelle impulsion laser. Donc, vous avez ces séquences-là, 3 séquences qui combinent des lasers, une impulsion de laser vert et des impulsions micro-ondes. Et on peut comme cela obtenir ces belles franges de Ramsay, ces belles oscillations de Ramsay, mais qui vont décroître au bout d'un temps caractéristique qui est en gros de l'ordre, vous voyez ici, de l'ordre de quelques microsecondes. Et ces temps ici vont beaucoup dépendre du type de matériau que l'on a. Si on prend par exemple du diamant fabriqué par la technique usuelle HPHT, haute pression, haute température, en fait, en général, il y a beaucoup d'azote qui vient s'introduire. Donc vous avez votre centre NV ici, et puis les azotes qui sont là, ils ont des spins ennemis. Et ces spins ennemis vont être un peu les parasites, vont introduire la décohérence dans le système, dans la belle précession de spin que j'attends ici. Et donc ça nous donne en fait un temps de cohérence qui va être très faible. Si maintenant j'essaye de purifier le diamant, et ça je peux le faire aujourd'hui par des techniques d'autres croissances du diamant, qu'on appelle par des méthodes de CVD assistées par plasma, on va simplement injecter dans un gaz de l'azote, injecter dans un plasma du méthane et de l'hydrogène. Les méthane et l'hydrogène vont dissocier, et sur un atome, sur une surface de cristal, on va obtenir comme ça, par homoépitaxie, on va pouvoir faire pousser en quelque sorte un échantillon de diamants parfaitement purs, dans lequel on a éliminé en gros ces atomes d'hydrogène. On n'a plus qu'un tout petit peu d'atomes d'hydrogène qu'on va essayer de convertir efficacement en centre élevé, et à ce moment-là, on obtient en fait une amélioration très forte de la cohérence qui va être en gros proportionnelle à la concentration en centre élevé suivant ce diagramme. Et on peut atteindre en gros, pour ce type d'échantillon, où on va avoir des concentrations de l'ordre de 3 ppm, 3 parties par million au centre élevé. Alors ça donne une très belle couleur rose au matériau. Cette couleur rose existe aussi dans les diamants naturels, par exemple dans le diamant Hortensia, qui n'a pas été volé. Et bien de ceux-là, ça c'est des diamants qu'on va créer dans un réacteur CVD avec ces très belles... Et on a des temps de cohérence de l'ordre de 3 microsecondes. Et ça, c'est par exemple des diamants. On a la chance en France maintenant d'avoir des laboratoires qui ont travaillé pendant de très longues années sur la croissance CVD du diamant. Et en particulier, il y a une société, une spin-off du laboratoire, le LSPM à Villetaneuse, issue de l'équipe d'Alix Jiquel et Jocelyn Achard, où ils commercialisent aujourd'hui ce type de diamant que vous pouvez acheter, commander. Ça vaut typiquement quelques milliers d'euros en fonction de la concentration en NV que vous voulez, avec des dimensions de l'ordre de 3 mm par 3 mm.
Donc c'est un matériau qui commence à devenir industriel, en quelque sorte. Ça aussi, c'est très important si on veut vraiment envisager d'aller vers une exploitation en tant que de carbone. Alors on peut augmenter encore le temps de cohérence, cette fois-ci en changeant un peu la croissance. La croissance ici, ce qui va limiter la cohérence des centres NV, c'est maintenant les impuretés résiduelles, les spins résiduels. Alors, il n'y a plus de spin électronique des azotes, essentiellement, mais il reste encore du carbone 13. Et le carbone 13, à 1%, qui existe comme isotope à 1% à l'état naturel, a un spin nucléaire 1,5, et c'est ce spin nucléaire 1,5 qui peut introduire la décohérence dans ce type d'échantillon. Et ça, vous pouvez encore aller un peu plus loin. Si vous changez le gaz, au lieu de prendre du métal, vous injectez du méthane dans votre réacteur plasma, mais du méthane cette fois-ci uniquement avec du carbone 12, vous éliminez en grande partie les spins nucléaires de carbone 13 et vous gagnez encore en termes de cohérence potentiellement. Voilà. Alors maintenant, pour extraire la lumière, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été imaginés. La première approche, c'était simplement d'utiliser des nanocristaux dont la dimension était beaucoup plus petite que la longueur d'onde, et à ce moment-là, la notion même d'indice de réfraction devient un peu s'élimine en quelque sorte. Donc c'est comme si vous aviez, il ne voit plus la matrice, il y a suffisamment de diamants autour pour que ça reste un centre NV, et pour le rayonnement, vous vous moquez un petit peu de la matrice cristalline. Et ça, évidemment, ça a beaucoup d'applications, on peut facilement l'intégrer, on peut les déposer, on peut même les piéger optiquement, c'est des travaux qui ont été faits par exemple par Loïc Rondin dans notre laboratoire. Ça, c'est des structures. Alors après, on peut avoir des structures, cette fois-ci, en forme de micro-piliers qui vont guider la lumière et en quelque sorte permettre d'adapter en fait un peu l'excitation. Donc c'est ce qui est fait, par exemple, c'est des structures qui ont été imaginées par Jean-Michel Girard et que l'on sait aujourd'hui produire dans le diamant. Et puis, on sait même, alors pour d'autres applications, on sait venir créer, cette fois-ci, reproduire un petit peu le nanocristal que j'ai ici, mais cette fois-ci, vraiment, au bout d'une pointe qui va être faite en diamant, on va venir avoir à l'extrémité de la pointe en diamant un centre NV. Et puis, évidemment, si on a d'autres types de défauts, par exemple des matériaux 2D, cette fois-ci, là aussi, on gagne beaucoup par rapport à l'extraction de lumière. Donc, c'est aussi un des avantages des défauts dans les 2D potentiels. Mais si je reviens, excusez-moi, à cette application, et les travaux remarquables faits par Vincent Jacques et son équipe à Montpellier, où justement ils ont utilisé cette technique-là, d'une pointe en diamant avec un centre NV à son extrémité, pour venir cartographier le champ magnétique créé par des structures, c'est des textures magnétiques, et notamment pour des champs magnétiques extrêmement faibles, qui sont des matériaux comme BiFeO3, qui sont des matériaux antiferromagnétiques et en même temps ferroélectriques, dont on va pouvoir manipuler les domaines grâce à l'effet de photoferroélectricité, et on va obtenir, en fait, ça crée, cette orientation-là va créer en fait une structure des dernières couches qui va être une structure hélicoïdale avec des dimensions qui sont de l'ordre de 40 nanomètres. Et ce que Vincent a réussi à faire, c'est d'être capable d'imager directement cette structure hélicoïdale au moyen de cette pointe avec le centre NV pour venir cartographier comme ça vraiment cette répartition du champ magnétique issue de cette structure très particulière des spins à la surface de l'échantillon. Donc ça donne aujourd'hui, cette technique de magnétométrie NV à pointe, en quelque sorte, est devenue vraiment un outil de base pour beaucoup d'études de nanomagnétisme. Et il y a 2 sociétés en Suisse qui commercialisent des magnétomètres à pointe à centre NV, la société Cusabre et la société Cunen. Alors je voulais juste montrer par exemple un exemple très simple qui s'est basé sur ces nanocristaux pour faire des mesures thermiques. C'est un travail que l'on a mené en collaboration avec des collègues du CEADAM. Et ce que l'on va simplement faire, c'est d'avoir un point de chauffage qui est ici. Ce point de chauffage qui est ici, on le crée par un laser infrarouge et on vient maintenant exploiter exactement comme précédemment. On vient éclairer en fait les centres NV qui sont en surface de notre échantillon. Alors, on ne peut plus réellement poser un diamant simplement parce que le diamant est un très bon conducteur de chaleur. Donc, essentiellement, il va perturber complètement la mesure thermique si on met un diamant massif. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on dépose par une technique d'électrospray une couche très dense de nanodiamants autour, et ça élimine en quelque sorte, en grande partie, ce biais de conduction thermique du diamant.
Alors si on prend maintenant une résine homogène et qu'on chauffe ici, eh bien vous voyez par rapport à ce point de chauffage, ce qu'on attend, c'est simplement une variation de température en 1 sur R quand on s'écarte de ce matériau. Mais maintenant, ça nous a permis de répondre à une question que se posaient en fait nos collègues au CE-ADAM, Denis Rochet et Loïc Toraille, qui était comment cette température se redistribue dans des structures beaucoup plus complexes, hétérogènes, comme des mousses de carbone, qui leur servent à certaines applications de protection thermique. Et à ce moment-là, ce qu'on a été capable de voir, c'est qu'on voit des directions privilégiées liées avec des frontières, liées à la conduction par ce réseau de mousses de carbone. Et on voit des lois, des dépendances qui sont très différentes et qu'on essaie d'interpréter maintenant, de relier directement à la tomographie qui a été faite de ces structures de mousse de carbone pour obtenir vraiment, montrer vraiment, pour designer en fait la structure protectrice ici la plus efficace possible. Alors, si on veut optimiser encore l'efficacité, on a d'autres stratégies qui sont, par exemple, d'extraire mieux la lumière. Alors, ça peut être fait, par exemple, par des lentilles solides à immersion. Voilà, donc on peut poser ou imaginer que le diamant va avoir cette structure de demi-sphère, en quelque sorte, et ça va permettre d'éliminer la réfraction totale dans le slab, la lame de diamant. On peut avoir des systèmes de type micro-lentilles. On peut même imaginer fabriquer dans le diamant des métalentilles de ce type. Alors, ça pose un problème tout de suite, qui est comment on va fabriquer ces nanostructures dans le diamant. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire dans le silicium. Dans le silicium, les gens des salles blanches partent de wafers de silicium et savent faire par des techniques très bien maîtrisées, par exemple des guides en photonique silicium qui vont guider la lumière exactement comme le prévoient les lois de Maxwell. Alors si on veut faire dans le diamant, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut déjà partir de membranes de diamant. Ce n'est pas un matériau sympathique à travailler. Et faire plein d'étapes de lithographie, d'attaques chimiques, etc., pour aboutir à ça. Mais on sait aujourd'hui faire des structures absolument extraordinaires. C'est par exemple le cas à Harvard des travaux de Marco Lonkar, en lien avec l'équipe de Misha Lukin. Ici, ils ont fait par exemple des guides photoniques dans lesquels on a créé en fait un réseau de trous, ce qui vient faire un cristal photonique 1D qui va guider la lumière de façon efficace. Et au centre, on va venir placer un centre NV ou un autre défaut du diamant. On peut avoir ces types de structures qui vont permettre de guider la lumière pour l'extraire efficacement, ces structures à pointe que l'on a ici. Donc il y a beaucoup d'applications qui ont été imaginées, mais qui à chaque fois demandent un très lourd investissement technologique. Alors je vais vous montrer simplement ce qui a été fait récemment dans l'équipe par Xavier Chécouri au C2N, qui a été, dans le cadre du projet Equipex e-Diamant que je coordonne, et dans le cadre d'un autre projet du PEPR quantique, c'est de faire en fait ces structures photoniques en termes de piliers dans lesquels on va avoir des centres NV. Et l'idée maintenant, c'est d'utiliser ces centres NV pour venir détecter en fait le champ électrique créé par des courants dans des neurones. Et en fait, les neurones aiment bien pousser sur le diamant. Donc, ce qui a été fait par François Tressard, notre laboratoire, c'est de faire croître des neurones sur ce tapis de Fakir, en quelque sorte. Et vous avez ici les réseaux des diamants, et avec l'idée d'ensuite utiliser ces pointes avec les centres NV pour venir mesurer l'activité neuronale qui est ici. Des travaux qui sont assez délicats, mais pour lesquels, avec évidemment des enjeux très importants. Alors, pour terminer, on peut avoir une autre approche pour détecter le centre NV. Le centre NV, comme je l'ai dit, les propriétés, on les a dans le centre chargé négativement. Et si maintenant on a celui-ci peut perdre l'électron, à ce moment-là, il devient le centre NV neutre. Et en fait, le processus de NV- à NV neutre et de recapture d'un électron pour repasser dans l'état NV- va dépendre de l'état de spin. Et pourquoi il dépend de l'état de spin? Parce que quand vous êtes dans le métastable, évidemment, il n'y a évidemment pas de probabilité d'avoir ça, elle est beaucoup plus faible. Donc le taux de conversion, en fait, le taux de conversion photon-induit par un processus à 2 photons vers l'état ms égale 0 ou ms égale plus ou moins 1 vers la bande de conduction ici, va dépendre de l'état de spin. Et donc ça donne la base, en quelque sorte, pour détecter cette fois-ci électriquement la résonance de spin. Alors, ça demandait, ça a été découvert, notamment par Miloš Nesladek et Fedor Jelesko à Hasselt et à Ulm, ces effets-là, mais ça demandait en fait de faire des structures assez complexes avec des problèmes de comment mettre les électrodes sur la surface du diamant.
Et ce qu'on a pensé avec Thierry Debuchère et son équipe, c'est qu'on pouvait en fait créer les électrodes in situ dans le diamant par une technique de graphitisation. Et cette technique de graphitisation le fait au FIB. On va envoyer des ions, xénon, suffisamment énergétiques, on va créer des électrodes ici, et ces électrodes vont nous permettre en fait de récupérer directement le photocourant issu de la résonance magnétique des centres élevés, c'est ce que vous voyez ici. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'applications que l'on cherche à développer, notamment c'est fait dans l'équipe de Thierry, autour de ces systèmes de détection électrique qui permettent en quelque sorte de complètement contourner la limite de l'extraction de luminescence. Alors je ne sais pas combien il me reste de temps. Bon, alors je vais essayer j'ai été un très mauvais speaker, j'ai oublié mon temps. Donc je vais essayer de vous montrer comment, dans certains cas, ce n'est même pas la question de savoir la sensibilité qui compte, c'est ce que vous avez ou pas un capteur. Et cette situation, elle est apparue en fait dans l'étude de la supraconductivité sous pression. De façon assez remarquable, en fait, toutes les températures critiques les plus élevées ont toutes été obtenues avec des matériaux sous pression. La pression est un outil, en fait, qui va renforcer, qui va modifier et aider à la création des paires de Cooper liées à la supraconductivité. Et donc, le record, par exemple, qui avait été obtenu dans les cuprates, datait de 1996, c'était une température critique de 160 Kelvin pour ce matériau dopé au mercure à une pression de 30 GPa. Et il y a à peu près une dizaine d'années a été découvert en fait une autre famille de matériaux. C'est des superhydrures dont la structure en fait est proche de l'hydrogène sous haute pression, mais dans lesquels en fait on va avoir justement ces paires de Cooper qui sont liées d'une certaine forme à une métallisation des atomes d'hydrogène favorisés par les impuretés que l'on a dans ces structures-là. Et ça, c'était des structures qui avaient été prédites et qui ont pu être observées, notamment par Michael Remetz, avec des températures critiques qui avaient fait un bond très spectaculaire, 200 Kelvin pour ce matériau, 260 Kelvin pour un autre matériau, mais à des pressions encore plus grandes, de l'ordre de 100 GPa, et même au-delà, c'est-à-dire le million d'atmosphères. Et aujourd'hui, on a une étude à peu près systématique de tous les composés binaires de ce type, et on a observé la supraconductivité essentiellement pour l'instant beaucoup par des mesures de type de transport électrique ou de mesures magnétiques mais différentes dans à peu près 10 systèmes de ce type. Alors, ces mesures sont faites dans des cellules dites des cellules en enclume de diamant, Diamond Anvil Cell, dans lesquelles on a simplement 2 diamants taillés en pointe que l'on vient appuyer dans un milieu qu'on va compresser ici. On assure le confinement latéral par un joint métallique, et ce que l'on va obtenir comme ça, c'est facilement des pressions qui peuvent dépasser la centaine de gigapascales. La difficulté, c'est que maintenant, ici, vous avez un volume qui est très contraint. Et introduire, par exemple, des électrodes pour faire des mesures de transport est très difficile. Et donc, toutes les mesures que vous pouvez faire, essentiellement, vont être des mesures optiques. Ça peut être des mesures, soit de transmission infrarouge. Par exemple, c'est ce que l'on va faire quand on veut détecter la fermeture d'un gap pour observer la transition induite par la pression vers un état métallique. Ou alors, on va modifier, par étudier la structure, sa modification du réseau cristallin, par des techniques de mesure de diffraction X sur des synchrotrons qui ont aujourd'hui des résolutions de l'ordre du micron. Et dans le cas des superhydrures, la difficulté, c'est que ces superhydrures ne sont pas stables à pression ambiante. Vous ne pouvez pas les synthétiser comme ça sur une paillasse, il faut les synthétiser directement dans la cellule en enclume de pression. Et ça se fait par exemple, sur cette recette, on prend du NH3BH3, on prend un peu de métal, en l'occurrence c'était de l'uranium, et puis ensuite avec un laser, on vient chauffer localement, ça va décomposer le NH3BH3 qui va relarguer en quelque sorte ces atomes d'hydrogène, et ces atomes d'hydrogène vont venir réagir avec le métal pour former en fait l'hydrure. Et ensuite vous devez faire ça sur une ligne synchrotron et mesurer ce que vous avez. Vous voyez qu'ici apparaît cette structure que l'on peut identifier comme UH7. Donc c'est une synthèse assez indirecte de ces matériaux. Et maintenant, il faut venir mesurer les propriétés supraconductrices de ces matériaux qui ont des dimensions typiques de l'ordre d'une vingtaine de microns, ce qui était très difficile, qui a donné lieu à toute une polémique assez forte, même très forte, sur la supraconductivité de ces matériaux. Et l'idée qu'on a eue il y a quelques années, enfin moi et d'autres, c'est simplement de dire, mais finalement, ce que l'on veut détecter comme preuve de supraconductivité, c'est simplement l'effet Meissner. C'est l'expulsion d'un champ statique de l'intérieur du supraconducteur. Et pour ça, en fait, on a une technique, c'est simplement de placer
sur la surface de notre enclume de diamant les centres NV qui sont ici, et on va pouvoir mesurer en temps réel la distorsion du champ magnétique et observer donc directement l'effet Meissner sans biais possible sur la mesure au contact de l'échantillon. Alors pour ça, il faut être capable de créer les centres NV. Alors pour ça, on avait développé avec mon collègue Martin Schmitt un système d'implantation d'ions pour fabriquer les centres NV qui est basé simplement sur un faisceau d'ions. On va implanter les ions. On va venir, ces ions, en pénétrant dans le diamant, vont créer des lacunes, et ensuite, simplement par recuit, les lacunes vont bouger, et un certain nombre d'entre elles vont venir se combiner avec les impuretés d'azote qu'on a introduites pour fabriquer les centres NV. Et c'est un système qu'on a développé, en fait, dans une collaboration étroite avec la société TESCAN, ou Orsay Physics TESCAN aujourd'hui, et maintenant, le système, ça c'est notre système développé par Martin, avec, vous voyez ici, la chambre plasma qui va nous permettre d'extraire les ions azote, les focaliser sur l'échantillon avec une énergie incidente de l'ordre de 30 keV, et puis une résolution spatiale de l'ordre de la centaine de nanomètres. Et cette colonne-là, qui est un peu une sorte de gros prototype, aujourd'hui est un système commercial que vend la société. Donc c'est très satisfaisant. Et ça nous permet, pour nous, de pouvoir créer en fait, des centres NV sur la petite tête ici de nos enclumes. Vous avez ici un réseau de centres NV, ça c'est simplement pour se prouver qu'on était capable de le faire. Et ici, une couche de centres NV que l'on va utiliser cette fois-ci pour vraiment mesurer, mettre en œuvre les techniques de magnétométrie à centre NV, d'imagerie magnétique que je vous ai écrites. Voilà. Alors, ce qu'on a fait par rapport à ça, je vais aller assez vite par rapport à ça, c'est de mesurer en fait comment ces matériaux peuvent se propager. Donc, de mesurer, en fait, on l'a fait en parallèle, mais de façon indépendante, avec 3 groupes. Celui de Norman Yao à Berkeley et maintenant à Harvard, celui de Seng Yang à Hong Kong, et on a obtenu comme ça, en fait, les mesures des évolutions de propriétés magnétiques. Ici, vous avez l'équivalent un peu de notre plot de permalloy, mais cette fois-ci, c'est une bille de fer. Et sous pression, elle passe de la phase ferromagnétique à une phase non magnétique, que l'on voit ici, et on voit ici cette transition simplement mesurant l'aimantation de la sphère à travers le champ magnétique qu'elle produit. Et puis on peut aussi mesurer la supraconductivité avec l'expulsion du champ magnétique juste au-dessus du supraconducteur. On l'avait fait pour ce matériau MgB2, et ensuite on l'a développé pour différents éléments. Alors, je vais peut-être passer sur tout ça, peut-être pour dire un point important. Donc ça nous a permis, au cours des dernières années, de développer toute une série de diagnostics autour de la supraconductivité, l'étude de la supraconductivité sous pression, de mieux comprendre aujourd'hui les matériaux et d'aller, on l'espère, très prochainement vers l'étude des superhydrures. Mais il y avait quand même une difficulté. L'expérience de principe que je vous ai montrée était une expérience qu'on avait réalisée à 7 gigapascal. Et si on essayait de pousser l'expérience, en fait, ce que l'on voyait, c'est que le signal de détection des centres NV, à partir duquel on extrayait en fonction de la température critique, eh bien, en fait, disparaissait à très forte pression. Disparaissait quand on augmentait la pression. Et ça, c'était un peu une sorte de limite pour lequel il y avait beaucoup de... tout le monde l'avait observé, en quelque sorte, des gens qui avaient reproduit nos travaux. Mais pourquoi, quelle était la cause de cette détérioration du signal élevé à haute pression, typiquement autour de 30 gigapascal? Est-ce qu'il était possible aussi de maintenir le signal élevé à des pressions au-dessus et d'aller vers les 100 gigapascal sur lesquels on pourrait utiliser en fait, cette technique-là pour vraiment étudier la supraconductivité des hydrures? Et ça, en fait, on est revenu à qu'est-ce qui se passait sur la tête de l'enclume. Et là aussi, c'est l'intérêt. Notre centre NV, c'était la sonde directe pour comprendre ce qui se passait sur la tête de l'enclume. Et ce qui se passe dans la tête de l'enclume, c'est que quand on la met sous pression, elle est soumise à des forces tellement gigantesques qu'en fait, elle se creuse légèrement. Et en se creusant, elle vient complètement déformer en fait, les centres NV et briser la symétrie de nos molécules, en quelque sorte, et brouiller complètement la base des états quantiques. Et donc ça se voyait très bien, en fait, quand on voyait très bien ces effets de frange, mais quand maintenant on reproduisait ça avec notre système de frange, on voyait très bien, en fait, on était capable de modéliser en fait, les signaux, et la position que l'on avait ici montrait très bien, était très bien reliée en fait, à cette déformation de la structure du matériau. Et ce que l'on s'est dit, c'est qu'il fallait que notre centre NV soit le plus possible dans un environnement hydrostatique. Ce qui est essentiel, c'est de conserver la symétrie de la molécule, en quelque sorte. Si vous perdez cette symétrie-là, vous avez tout perdu. Et donc, ce que l'on a fait, c'est une idée venant de mon collègue Martin Schmitt, c'est de se dire, mais si maintenant j'ai un petit pilier ici, ce petit pilier, il va être immergé, en quelque sorte, dans le milieu transmetteur de pression, qui lui est en régime hydrostatique. Et donc là, ici, je peux espérer que les centres NV soient en régime hydrostatique.
Et quand on fait cette expérience, ce n'est pas très difficile. Avec un laser ou un fibre, on vient faire ce micro-pilier qui va en quelque sorte immerger maintenant le centre dans notre pilier dans le milieu transmetteur de pression. Et si on reproduit l'étude maintenant des centres élevés, eh bien vous voyez qu'essentiellement, on retrouve les mêmes effets Zeeman, mais simplement décalés en fréquence. Et le décalage en fréquence, c'est simplement le fait qu'en appuyant sur le diamant, le comprimant, les deux électrons du centre élevé se rapprochent progressivement. Leur couplage spin-spin augmente, et ça conduit donc à une fréquence de bord de la transition ms égale 0, ms plus ou moins 1, qui augmente, mais qui n'est pas brouillée cette fois-ci par les centres élevés. Et donc ça a été vu. Voilà. Donc nous, on était très contents. On a pu aller jusqu'à 130 GPa. À ce moment-là, j'ai fait une bêtise. J'ai dit, c'était très long l'expérience. Alors j'ai dit au doctorant, Antoine Hilberer, ben non, allez, on va direct à 150 GPa. Bon, on aura un vrai point. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, à 140, ça a cassé. L'enclume s'est cassé, on a perdu le point. Voilà, bon. Donc Antoine n'était pas du tout content de mon conseil. Donc il y a une autre approche qui a été mise en œuvre cette fois-ci à Harvard, qui était cette fois-ci d'utiliser des enclumes 1-1-1, mais qui ont le défaut cette fois-ci d'être fragiles. Mais l'enclume 1-1 a un intérêt, c'est que vous avez une famille qui est cette fois-ci bien orientée, exactement comme il faut quand vous appliquez la pression, et vous allez conserver la résonance de spin avec le bon contraste pour cette famille-là, et vous allez en quelque sorte oublier, même vous allez tuer, vous allez écraser en fait le contraste pour les autres familles, ce qui a aussi potentiellement des intérêts. Et c'est aujourd'hui cette technique qui est beaucoup employée, notamment par beaucoup d'équipes chinoises qui se sont lancées dans ce type d'études pour la supraconductivité sous pression. Voilà, donc je vais épargner ça. Voilà, ça vous donne un peu une autre approche, un autre intérêt peut-être des capteurs quantiques. C'est là où vous n'avez pas de solution de capteur, mais peut-être qu'un capteur quantique va vous donner la bonne sonde directement là où il faut pour venir étudier votre matériau. Alors, une question importante aujourd'hui, c'est la maturation de ces capteurs. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont aller vers des produits industriels? Alors évidemment, il y a une phase d'adaptation, il faut voir quels sont les avantages, les inconvénients par rapport aux autres. Il y a plein de défis, de barrières identifiées. Il y a ce papier qui a été fait par des collègues aux États-Unis, notamment piloté par Ron Walworth, et où ils ont en quelque sorte identifié un certain nombre de barrières, et c'est intéressant parce qu'ils expliquent pourquoi finalement c'est pas si facile que ça de se développer, en dépit de toutes les démonstrations qui ont été faites. Mais essentiellement, il y en a une, alors voilà, donc on essaie de montrer ça aux gens pour qu'on récupère un peu de sous, pour qu'ils nous aident à structurer encore un peu plus notre communauté autour des capteurs en diamant. Mais peut-être, on essaie de faire des méthodes fortes. Il faut maîtriser le matériau. Donc, si on ne maîtrise pas le matériau et qu'on contrôle les défauts, on ne saura rien faire. Et aujourd'hui, c'est un véritable enjeu pour beaucoup d'applications. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, nos collègues américains ont un peu les mêmes soucis et vont voir un peu les mêmes types de financeurs avec le même type d'arguments que ceux que nous, on avait imaginés. Peut-être l'application aujourd'hui la plus intéressante, la plus poussée, la plus proche aujourd'hui vraiment, que je trouve très spectaculaire, est celle qui a été développée par Thierry Debuchert à Thales, qui est d'utiliser les centres NV et leur résonance de spin, leur dépendance au champ magnétique, mais pour en faire des lecteurs, des analyseurs de spectre instantanés, ce qui est un problème important pour fabriquer des radars. Vous avez un signal inconnu, hyperfréquence ou radiofréquence, et vous les décomposez spectralement. Et l'idée de Thierry, que je trouve vraiment extraordinaire, c'est simplement d'appliquer un champ magnétique inhomogène, et chaque composante de fréquence va modifier, en fait, va venir résonner avec la famille de centres NV par rapport à ça. Et donc vous avez la lecture instantanée, quasiment instantanée, sur une caméra CCD du spectre de votre signal micro-ondes, qui peut être un signal micro-ondes extrêmement complexe que vous avez analysé dans votre radar. Et ça, c'est aujourd'hui l'état de l'art de ce qui a été fait. C'est un démonstrateur qui a été fait à Thales, qui montre qu'ils ont aujourd'hui une bande d'analyse de 5 GHz avec le gradient de champ magnétique accordable entre 10 MHz et 25 GHz. Alors il faut encore pousser, mais je pense que ça montre un peu comment l'ensemble des choses que l'on a développées au cours des dernières années, mais finalement trouve des applications auxquelles on n'avait pas du tout pensé, personne n'avait pensé à utiliser les centres NV pour en faire des analyseurs de spectre hyperfréquence. Voilà, et je voudrais conclure avec ça et remercier mes collaborateurs
Martin Schmitt et Marie-Pierre Adam à l'ENS Paris-Saclay. Martin Schmitt, chercheur au CNRS, et Marie-Pierre, qui est ingénieure de recherche à l'ENS, tous les doctorants. Cassandra Daïdou sur les études de supraconductivité, Léonie Evano, Pierre Grégoire, Grégoire Le Carrière de Beauvais, avec lequel on développe un système de magnétométrie, un système de mesure de centre NV à basse température dans un cryostat à 4K. Claire Roussy, pour utiliser cette fois-ci centre NV dans des applications de type RMN sous pression, et Mélissa Techer aussi pour des travaux sur l'étude des superhydrures. Voilà. Et puis, mentionner également les collaborations importantes. Depuis très longue date, la collaboration très étroite avec Thales et Thierry Debuchert, son équipe, Ludovic Mayer et Simone Magaletti. Et puis au CEA, en fait, tous les travaux d'études des supraconducteurs sous pression ont pu être réalisés grâce à la collaboration très étroite qu'on a avec l'équipe de Paul Loubert au CEA d'Am, à Bruyères-le-Châtel. Et les deux anciens doctorants sont maintenant chercheurs dans son équipe permanent, Loïc Torail et Antoine Eberer, qui ont fait en fait les premières expériences de supraconductivité à haute pression. Et ça, c'est des financements qui ont permis de soutenir les travaux, notamment le programme France 2030 pour l'équipex e-Diamant. Et puis, je voudrais vraiment mentionner l'importance de l'Institut universitaire de France pour un professeur comme moi, pour avoir du temps pour pouvoir faire de la recherche. Je vous remercie pour votre attention.